Notre sire, le roi Philippe le Bel, est mort. 29 novembre 1314. Depuis la veille, une éclipse de soleil a plongé le royaume dans l'ombre. Il a neigé. Et lorsque la lumière revient, la France est seule. Après 29 années d'un gouvernement sans faiblesse, le roi de fer vient de trépasser, frappé au cerveau. Sa mort suit à moins de 6 mois celle du garde des Sceaux, Guillaume de Nogaret, et à 7 mois celle du pape Clément V. Ainsi semble se confirmer la malédiction lancée du haut de son bûcher par le grand maître des Templiers. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération. Horace! Le roi n'est plus. 2 de ses plus jeunes fils sont là. Philippe, comte de Poitiers, et Charles de France. Et voici le successeur, le fils aîné, Louis de Navarre. Depuis 2 jours, il est en prière auprès du cadavre embaumé de son père. Il vit, il respire, il mange en quelque sorte pour le mort, à sa place. Ainsi, le principe royal ne connaît-il aucun chevauchement, aucune césure. Louis a les épaules maigres et la poitrine creuse. Il s'apprête à régner, à devenir Louis X, le hutin, le disputeur. 3 places vides, celle de Marguerite, épouse de Louis de Navarre, de Jeanne, épouse de Monseigneur Philippe, et de Blanche, épouse de Monseigneur Charles. Convaincus d'adultère, les 2 premières sont emprisonnées dans la forteresse de Château-Gaillard. La 3e, condamnée pour ses complaisances coupables, se morfond dans le donjon de Dourdan. Forts les morts, les suppliciés ou les emmurés, tous les autres sont là. Monseigneur Charles de Valois, frère du feu roi. Enguerrand de Marigny, son coadjuteur. Mao d'Artois. Robert d'Artois, la tante et le neveu, les 2 ennemis jurés. Bouville, le fidèle. Le banquier Ptolomei. Ce couple d'amoureux, c'est Guccio, le neveu de Ptolomei et Marie de Cressé. Quelques visages nouveaux, parmi ceux-ci un cardinal, une reine de Hongrie, un geôlier, une lingère. Ils entreront en scène de plein pied à leur heure. Et, comme toujours, de ci de là, quelques hommes ou femmes du peuple, la France. Il faut être robuste pour être roi, avait coutume de dire Philippe le Bel. Louis en faisait la rude expérience. Quand il levait les yeux, Louis croyait entendre la grande voix du monarque défunt tomber sur lui comme elle le faisait durant les conseils. Louis, taisez-vous. Vous l'avez vu devenir roi. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Il a pris sa charge d'un coup. Notre sire,
Le roi Philippe le Bel est mort. Il est mort. Enfin, il est mort! Non! Un miroir. La première chose que je veux, c'est un miroir. Crois-tu que nous serons belles à nouveau? Nous serons libres. Nous sommes libres. Je suis reine de France. Madame! Messieurs Bersumet, savez-vous qui désormais vous gardez? Je le sais, madame. Depuis que le chevaucheur qui allait vers Cricbeuf et Rouen nous l'a annoncé. Et depuis, je ne cesse d'y penser. Voilà 7 mois que je suis recluse ici. Je n'ai point de linge, point de meubles, point de draps. Je mange la même bouillie que vos archers. Et je n'ai qu'une heure de feu par jour. C'était les ordres de Messire de Nogaret. Messire de Nogaret est mort. Monseigneur de Marigny est toujours vivant, madame. Il commande les prisons comme il commande toutes choses dans ce royaume. Et je dépends de lui pour tout. On ne vous a point porté de nouveaux ordres? Aucun, madame. Messieurs Bersumet! Je ne suis ici que par la haine que me vouait le roi Philippe qui vient de mourir. C'est terrible, messire, la haine d'un roi. Rien n'est pire, sinon la haine d'une reine. Monsieur le contre-Robert d'Artois. Je suis le comte Robert d'Artois. Robert, mon cousin. Oui, votre cousin, mesdames. Et votre serviteur. Bien voyez, mon cousin, ce qu'on a fait de nous. Même pas un siège à offrir à un seigneur de votre poids. Capitaine. Monseigneur? Y a donc pas de feu ici? Non, monseigneur. Mais qu'on en fasse. Et les meubles, où sont-ils? J'avais des ordres. Eh ben, tu en as d'autres. Un lit, des chaises, des flambeaux, et vite. Et à manger. De grâce. Comment à manger? Mais bien sûr. Des pâtés, des rôts, des légumes frais, de bonnes poires d'hiver et des confitures. Mais... Et du vin. Beaucoup de vin. Mais, monseigneur... Non, mais il est sourd ou quoi? Monseigneur? Marguerite. Vos cheveux. Quoi, mes cheveux? Sont-ils bien fournis à nouveau? Que faut-il vous montrer d'autre, mon cousin? Mais je ne voulais pas vous offenser, ma cousine. Simplement savoir si vos cheveux étaient redevenus assez longs pour que vous puissiez vous présenter au monde. Qu'êtes-vous venu me dire? Je suis venu vous délivrer un message. De qui? De Louis, votre époux, notre roi désormais, et de notre bon cousin, Monseigneur de Valois. Mais j'ai ordre de ne parler qu'à vous seul. Certes, je vais me retirer. Mais auparavant, mon cousin, un seul mot. Oui? Charles, mon mari, que pense-t-il de moi? Depuis Pontoise, on ne l'a jamais vu gai comme avant. Je crois qu'il vous regrette, en dépit de ce qu'il a souffert par vous. Pensez-vous qu'il me pardonne? Ça dépend beaucoup de votre cousine.
Ah, même avec de la lumière, je ne me plais guère dans ce logis. Et puis on y gèle. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, ce feu! Ah, rien n'est plus abrupt, ma cousine, quand on a dormi prince, que de s'éveiller roi. La tâche de Louis est rude, et il a les épaules maigres. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que ce sont Enguerrand de Marigny et Charles de Valois qui dirigent les affaires. Pas ensemble. L'un contre l'autre. Vous savez de quel côté je penche? Enguerrand gouverne avec les épiciers, Valois avec les barons. Louis me hait-il toujours? Ah, ça, il vous hait bien. Mais depuis qu'il est roi. La paire de cornes, dont vous l'avez décoré, le gêne un peu pour poser par-dessus la couronne de France. Que veut-il? Il voudrait l'annulation de votre mariage. L'annulation. Qu'il la demande? Et s'il la demande, il ne l'obtiendra pas. Car l'adultère... n'est pas un motif d'annulation aux yeux du Trois Canons. C'est absurde, mais c'est ainsi. Eussiez-vous eu 100 amants. Oh, ne me donnez pas trop de regrets, mon cousin. Alors, monseigneur de Valois a imaginé une façon de vous tirer d'affaire. Louis ou moi? Tous les deux. Vous acceptez de reconnaître que votre fille Jeanne n'est pas de Louis. Vous affirmez que vous vous êtes toujours refusé de corps à votre époux. Ainsi n'y a-t-il pas eu vraiment mariage. Et l'annulation va de soi. Et que m'offre-t-on en échange de ma complaisance? Il y a de confortables couvents dans votre Bourgogne. On vous conduit dans l'un de ceux-ci jusqu'à ce que l'annulation soit prononcée. Et ensuite? Ensuite, eh ben, ma cousine, vous vivrez où il vous plaira. Et avec qui il vous plaira. Un bien gros mensonge que vous me demandez là, mon cousin. Mentir, quand on est femme. Êtes-vous bien sûr que ce soit la volonté de Louis? Il me l'a exprimé, sitôt son père froid. Qui vous dit, mon cousin, que 7 longs mois de réclusion ne m'ont pas donné l'horreur du mensonge? Ah. Alors je vous laisse avec votre conscience. Et je vais dormir une petite heure. À nous revoir pour dîner, ma cousine. Oui, sire. Est-ce toujours Dame Eudeline qui veille au linge du palais? Oui, sire. Je crois. Eh bien, sachez-le. Et si c'est elle, faites-la quérir aussitôt. Monseigneur Louis. Je veux dire, sire. Je savais bien qu'il ne fallait pas vous mettre de draps neufs. On y dort mal. Je vous ai porté des draps souvent lavés et fins. Ce n'est pas pour les draps que je t'ai fait venir. Ta fille, où est-elle à présent? Chez ma mère, qui l'élève. Pourquoi ne l'as-tu pas gardée ici? Elle ressemblait trop à son père. Est-ce vrai? Oh oui. Celle-là, au moins, je peux penser qu'elle est de moi. Oh, certes, monseigneur. Elle est bien de vous. Et chaque jour qui passe, son visage devient encore plus pareil au vôtre. Tu te souviens de la galerie? Comment t'avais-je présenté ça? Oh, très honnêtement, sire. Vous m'avez ordonné « Apprends-moi l'amour ». Quel âge avais-tu? J'allais sur mes 20 ans. J'en avais 15. C'était la première fois. Je t'ai fait mal? Non.
Je t'ai fait du bien? Pas tout de suite. Après, oui. Et ton greffier de mari, qui te trouvait grosse à son retour d'Italie et avait compté sur ses doigts et menaçait de te rompre les os, que devient-il? Il est passé, sire. Quelques mois après la naissance de l'enfant. Quel âge a-t-elle au juste? 9 ans. Je lui ferai une position de princesse lorsqu'elle sera en âge de s'établir. Sire. Puis-je me retirer? Non. Allonge-toi là. Là, monseigneur? Oui, là. C'est le lit de feu mon père. Allonge-toi là. Eh bien, qu'attends-tu? Ôte tout ce que tu as sur toi. C'est bien naturel, le soir qu'on a enterré son père. Mais ça peut arriver à chacun, vous savez. Non, non. C'est la faute de cette gueuse, de cette catin. Je voulais qu'elle soit mise à mort après son forfait. Mais mon père a refusé. On ne m'a point vengé, et maintenant c'est moi qui suis comme mort. Et dans la galerie aussi. La première fois, vous n'aviez pas pu. Ce lit sent le malheur, je ne pourrai jamais y dormir. C'est un bon lit, sire. Un lit de roi. Il ne manque plus que d'y mettre une reine dedans. Le crois-tu vraiment? Oui, sire. Il vous faut une reine, sire. Vous verrez comme vous vous sentirez fort après. À ton tour de dormir, mon bon Lormet. Messire Chaplin, vous connaissez bien Madame Marguerite, puisque vous la confessez. Quel est le faible de sa nature? La chair. La chair. À grande nouvelle, en vérité. Mais encore. Proposez-moi un sentiment sur lequel je puisse peser. Dans l'intérêt du royaume, il me faut lui faire entendre certaines choses. Je ne vois, monseigneur, rien qui puisse la faire fléchir. Sinon ce que je vous ai dit. Cette princesse a l'âme dure comme une épée. La prison n'en a point émoussé le tranchant. Bon. Elle n'a pas changé. Elle a son âme dans ses jupes. A-t-elle eu ici l'occasion d'assouvir son âme? À ma connaissance, non, monseigneur. Bersumé n'a peut-être pas toujours gardé sa cotte de maille. Non, monseigneur. Je puis répondre de cela. Ah, je vous trouve pessimiste, messire Chaplin. Pas le moindre autre chose, alors. Non. Bon. Et une robe, la vôtre. Oh, monseigneur! Hey! Ça s'est vu. Aux croisades, on les a retroussées, les soutanes. Et pas seulement pour donner des coups d'épée. Pour ma part, je n'y vois pas offense. Au contraire. Oh, non, non. Non, non, non. Bon. Sa cousine. Est-ce qu'on ne se consolerait pas un peu entre dames? Joli tableau. Oh, oh, monseigneur. Serait-ce un secret de confession que vous me demandez? Mon petit frère, si on vous a mis des servants de prison, ça n'est pas pour garder les secrets. C'est pour les répéter. Oh! 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 À qui de droit? Alors, j'écoute. L'intérêt du royaume. Rien, absolument rien. Ni Madame Marguerite, ni Madame Blanche ne se sont accusés à moi d'être coupables de rien de semblable. Sinon un rêve. Pas innocente, alors, mais prudente.
Eh ben, nous ferons avec ce que nous avons. Vous savez écrire? Oh, certes, monseigneur. Alors, mon petit frère, vous allez me préparer un parchemin, des plumes, tout ce qu'il faut pour gratter une lettre. J'accompagne monseigneur auprès des princesses. Non, vous demeurez là, prêt à grimper dès que je vous appellerai. Oh, mesdames, pas de cérémonie entre nous. Je suis de la famille. À table. Blanche et moi, nous nous mettrons sur ce banc. Marguerite, là. Vive la reine. Alors, ma cousine, avez-vous réfléchi? Oui. Et je crois bien que je refuse. Allons, vous ne parlez pas sérieusement? Si. Et je dis non. Marguerite, je suis votre ami. Il y a des affaires qu'on a intérêt à traiter chaudes. Louis est impatient de nature. Plus il attend, plus il vous est. Aujourd'hui, il est prêt à céder n'importe quoi pour obtenir ce qu'il désire. Consentez à signer cette déclaration. Après, tout ira très vite. Nul besoin du Saint-Siège. Le tribunal épiscopal de Paris suffira. Avant 3 mois, vous êtes libre. Si je ne signe pas? Alors on cherchera. Et on trouvera. On trouve toujours un motif pour annuler le mariage d'un roi. Aussitôt qu'il y aura un pape. Tiens, il n'y a donc toujours pas de pape. Et c'est bien là votre chance. Mais elle ne durera pas. Ces pieux cardinaux finiront bien par se mettre d'accord, après avoir vendu et revendu leur voix aux plus offrants. Avec un pape, Louis n'a plus besoin de vous. Oui, mais sans pape, il ne peut rien contre moi. Ne vous obstinez pas, mamie. Robert. Oui? Je ne vous ai encore jamais rien vu faire pour rien. Quel intérêt avez-vous? J'aime votre façon de déshabiller l'âme des gens. Parlons net. Je veux complaire à Louis. C'est au début des règnes qu'on obtient les plus hautes faveurs. Après, il est trop tard. Le pouvoir rend avare. Que vous importe en vérité de déclarer que votre fille Jeanne n'est pas de Louis puisque vous n'avez jamais aimé cet enfant? C'est vrai, je ne l'aime pas. C'est bien la preuve qu'elle est de Louis. Que nous sommes sots de jouer ainsi au chat et à la souris. Nous nous aimons, Marguerite. De longtemps. Je t'enlève ce soir. Je te cache dans quelques douillettes hôtellerie de couvent. Je veille sur toi. C'est vrai que vous êtes fort. Ah, pourquoi ne m'as-tu pas choisi pour amant au lieu de ce jeune niais? Que nous serions heureux, Marguerite. Nous commanderions à la France. Ah, pauvre Louis. Il n'est pas trop tard, Marguerite. Alors c'est dit. Je fais monter le chapelain qui attend en bas. Nous nous débarrassons de cette lettre et je t'enlève. Ruffian! Il attend en bas, le chapelain. Vraiment! Et ensuite, pour ma récompense, j'aurai droit à ce que tu me déshabilles! Ah, mon cousin. Vous venez d'en user avec moi comme les catins le font avec les hommes. Mais vous oubliez qu'à ce jeu, les femmes sont plus fortes. Et vous n'êtes qu'un apprenti. Je ne veux que ton bien, Marguerite. Tu te trompes du tout au tout. Je me donnerai bien à toi. Pour rien. Mais jamais je ne signerai cette lettre. Jamais, m'entendez-vous, Robert, vous me ferez avouer que ma fille n'est pas de Louis. Parce que s'il venait à mourir, ce que je souhaite de toute mon âme, alors c'est ma fille qui deviendra reine de France. Et il faudrait bien compter avec moi comme reine-mère.
C'est une toute petite chance que vous courez là. Je n'en ai pas d'autre. Et je la garde. À votre gré, ma cousine. Vous, mon petit frère, vous êtes un bel âme. Où donc avez-vous découvert des faiblesses de chair chez vos pénitentes? Les chevaux! Monseigneur, les ordres. Quels ordres? Obéis à ce que tu as reçu. Et la dépense du repas, monseigneur. Tu te la feras compter par messire de Marigny. Toi à Sienne, chez nos parents. Toi à Londres, chez notre cousin Albizzi. Toi à Bruges, tu sais où. Les routes sont encore sûres, le nouveau règne commence à peine. Bon, allez, vous autres, allez. Quand le pouvoir est pauvre en or, il se découvre toujours de grands soucis de religion et de moralité. Et quand les puissants se battent entre eux, ce sont les petits qui payent. Les Lombards sont tout désignés. Il peut y avoir pression, menace, perquisition, saisie, peut-être même torture et tourment. Mais j'ai des armes. La décharge, signée par l'archevêque. Oui. La preuve que Jean de Marigny, le frère de l'intègre intendant des finances et des bâtiments, a monnayé pour son propre compte le trésor des Templiers. Voilà pour le parti des bourgeois, mais du côté des barons. Artois. Oui. Le comte aux grandes bottes rouges. Il est le féal de Charles de Valois, lié comme deux doigts de la main. J'ai ses créances. J'ai aussi des pièces de son procès contre sa tante Mao. Et des papiers comme ceux-ci peuvent causer mort d'homme ou salut. Aussi, tu vas sauter sur le premier cheval et partir aussitôt. Mettre tout cela à l'abri. Mais mon oncle, où vais-je les déposer? Ni trop près, ni trop loin, dans un de nos comptoirs. À Naufle, qui sait si tu n'en profiteras pour encaisser cette vieille créance des châtelains de Cresset. Mon oncle, j'ai une idée. Oui. Notre comptoir de Naufle peut lui aussi recevoir la visite des sergents. Mieux vaudrait cacher des papiers comme ceux-ci chez des particuliers que nul ne peut soupçonner de les détenir. Chez les châtelains de Cresset, sans doute. J'imagine que leur fille, Marie, si les choses n'ont pas changé, ne refusera pas de m'aider. Tu promets, Filiomir. Un bon banquier doit savoir mettre l'amour au service de l'argent. Le règne commençait mal. L'hiver précoce était terrible. Il y avait de la disette dans l'air. Les décès allaient se multipliant. Pas bien fière-mine, notre nouveau roi. Il a surtout une bonne mine de cocu. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Lombard, sire. Cet animal porte malheur. Qu'on le chasse! Souvenez-vous, mon père l'a reçu du banquier Ptolémée le jour où on a brûlé les Templiers. Allez, Madame Jeanne. Allez saluer Messire le Roi, votre père. Je ne veux plus voir cette bâtarde. Êtes-vous bien sûr qu'elle le soit, Louis? Il y a doute, cela me suffit. Louis doit avoir de bonnes raisons pour parler comme il le fait. Vous avez entendu, quand nous sortions de Saint-Denis, le mot qu'on a lancé à mon passage? Lequel? Ah oui, cocu. Bah. C'était un cri de reconnaissance, sire mon neveu. Celui qui l'a poussé l'était sûrement plus que vous.
sans avoir, lui, la chance d'être roi. Je ne veux plus entendre ce mot. Je ne veux plus le deviner sans cesse dans la tête des gens quand ils me regardent. Robert. Alors? Elle ne cédera pas, sire, mon cousin. Et savez-vous sur quoi elle compte? Elle espère que vous mourrez avant elle. Eh bien, mon oncle, je croyais que vous aviez tout arrangé. L'annulation n'est pas pour demain. Et vous me condamnez tous à dormir seuls. Je vous ai promis l'annulation, Louis. Il n'est pas d'exemple qu'un souverain ne finisse par l'obtenir. Si l'on parlait plutôt de vous choisir une reine. Une reine belle de figure et qui vous donne une surdescendance. Mais dans la situation où se trouve Louis, il n'est pas libre. Et s'il ne veut pas prendre femme qui soit indigne d'un trône... Ah non, non, la couronne de France. Je vous nomme à l'instant 10 princesses en Europe. Citez-moi une, plutôt. Tenez, l'idée m'en vient. Ma nièce, Clémence de Hongrie. Elle est de notre sang puisqu'elle est Anjou. Son frère Caroberto règne sur la Hongrie et son oncle est roi de Naples. Quel âge a-t-elle? 22 ans. Allons, mon neveu, ce ne sont plus vos premières noces. Et puis, n'en êtes-vous pas guéri de ces fillettes qu'on mène à l'hôtel alors qu'elles jouent encore à la poupée et qui, en vieillissant, se révèlent mensongères et débauchées? Son visage? Son corps? Mon neveu, c'est la plus belle femme de Naples. On assure en effet qu'elle est fort belle. Elle n'est pas brune au moins comme la bourguignonne? Elle est blonde et de bonne race franque. C'est presque comme si vous l'aviez déjà dans votre lit. Mais si elle est telle que vous nous la décrivez, Charles, il y a peu de chances que sa pieuse famille consente aux fiançailles avant l'annulation. Ah non, non, je suis trop bon allié de mes parents de Naples. J'en fais mon affaire. Alors il faut tout de suite leur dépêcher une ambassade. Point trop de hâte, Louis. C'est là une affaire qui concerne le royaume. Elle doit être débattue en conseil. Fort bien. Alors je vais prier Marigny de réunir un conseil pour demain matin. Pourquoi Marigny? Le temps presse. Je puis fort bien moi-même réunir le conseil. Et avec votre permission, mon neveu, un conseil mieux digne de vous servir. Eh bien, faites comme vous l'entendez. Oh, mon beau cousin, comme vous la lui avez bien vendu, votre nièce Clémence. Mais dites-moi, Marguerite. Elle finira bien par consentir elle-même. Sinon, nous nous emploierons à la persuader. Messire de Presles est-il malade? Et messire Dubois et messire de Bourdonnais ont-ils été empêchés? Je ne vois aucun d'eux. Je n'ai pas eu charge de réunir le conseil. Messire de Marigny, le roi convoque à son conseil qui il veut, quand il veut, et comme il veut. C'est son droit de souverain. Le roi, messire. Pardonnez, messieurs, mon retard. Siégez, messire. Mon frère, ma première décision vous regarde. J'entends, lorsque le deuil de la cour aura pris fin, vous conférer la pairie pour votre comté de Poitiers, afin que vous soyez au nombre des pairs et m'aidiez à soutenir le poids de la couronne. À vous, Charles, j'ai résolu de donner en fief et apanage le comté de la Marche, avec les revenus et droits qui s'y attachent.
Sire, de quelles affaires désirez-vous être informé? Il en est qui ne saurait souffrir de retard. La rentrée des aides et tailles, l'état du trésor, la disette qui sévit dans les provinces. Messire de Marigny, le roi ne nous a pas convoqués pour ces affaires. Il les entendra plus tard. Son premier souci de bon souverain est celui de sa descendance et de la succession au trône. C'est cela. C'est tout juste cela, messire. Le roi considère donc qu'il doit dès à présent s'attacher à choisir une nouvelle épouse, et son attention s'est portée sur Madame Clémence de Hongrie. Messire de Marigny, que pensez-vous de ce projet? Madame Clémence de Hongrie a sûrement de grandes qualités pour être reine, puisque la pensée du roi s'est arrêtée sur elle. Mais, à part qu'elle est la nièce de Monseigneur de Valois, ce qui, bien sûr, suffit à nous la faire aimer, on ne peut attendre d'un semblable traité aucun agrandissement du domaine. Ce que souhaitait toujours le roi Philippe. Ni aucune aide en cas de guerre. En d'autres mots, sire, je suis certain que votre père se serait montré opposé à cette union. Mon frère, le roi Philippe, était à coup sûr un grand souverain, mais nul ne détient sa pensée, ni le pouvoir d'en faire usage. Vous surtout, messire de Marigny, qui ne l'avez pas si heureusement conseillé lors des désastreuses alliances de Bourgogne. Certes, désastreuses. Monseigneur, puis-je rappeler que vous n'étiez point hostile à ces alliances lorsqu'elles se sont conclues? Ces désastreuses alliances de Bourgogne ont apporté au royaume plus d'accroissement qu'aucune guerre gagnée. Et puis enfin, si l'on peut rêver pour le roi de toutes les princesses de la terre, encore faut-il commencer par le démarier de l'épouse qu'il a. Bouville, votre conseil? Sire, la famille où vous iriez prendre épouse est de celle où l'on maintient fort bellement les traditions de la chevalerie, et nous aurions honneur à servir une reine qui... Bouville, c'est vous que nous avons décidé de dépêcher en ambassade auprès de Madame de Hongrie. Et au retour, puisqu'il nous faut un pape dévoué à nos affaires, vous passerez en Avignon pour bousculer un peu ce conclave. Les cardinaux, dit-on, sont gens qu'il faut acheter, alors vous vous ferez pourvoir d'or par messire de Marigny. Mais cet or, sire, où le prélever? Mais sur le trésor, bien évidemment. Le trésor est en difficulté, sire. En difficulté? Sire, mon neveu, si vous demandiez à messire de Marigny, par exemple, ce qu'il a fait de l'or que lui ont remis les Flamands, en échange du retrait honteux de nos chevaliers, cet or n'a certainement pas enrichi le trésor. Sire, je viens d'être devant vous accusé de détournement et de commerce, avec les ennemis du royaume. C'est plus qu'un homme d'honneur ne saurait entendre dans toute sa vie. Je ne tiens mes biens que des bontés du roi votre père, dont je fus en toute chose le second pendant 16 années. Nul, en ce conseil qu'on a privé de loyaux serviteurs, nul ne demande la parole pour me défendre de telle vilenie. Vous-même, sire, vous vous taisez. Je vous demande de bien vouloir nommer une commission afin que mes comptes soient vérifiés. Des comptes dont je suis responsable devant vous et devant vous seul. Soit elle sera nommée. Jusque-là, vous voudrez bien ne plus avoir affaire avec notre trésor. Je m'en garderai bien, sire. Vous avez eu tort, mon frère. On ne force point un tel homme. Et pas de cette façon. M'accuser de trafiquer des traités. Le coquin, le brochet. Lui qui a passé sa vie à se vendre au plus offrant, pape ou empereur. Et l'autre, ce méchant petit roi à la cervelle de mouche qui ne pense qu'à serrer une femme dans son lit. Il m'a ôté la gestion du trésor, mais il a oublié le reste. Il a oublié qu'on ne me brise pas aussi facilement. Écrivez. Au très puissant, très aimé et très redouté sire, le roi Édouard d'Angleterre, duc d'Aquitaine. Sire,
En l'état que me trouve le retour à Dieu de mon Seigneur, maître et suzerain, le très pleuré roi Philippe, et le plus grand que le royaume ait connu, je me tourne devers vous pour vous entretenir de choses qui regardent le bien des deux nations. Qu'on aille chercher mon frère l'archevêque. Il y va, sire, plus que de ma faveur ou de ma fortune. Ah, mon beau cousin, cette fortune qui m'a si longtemps trahi me sourirait-elle? Vous avez entendu mes partisans dans la cour? C'est tout juste s'ils ne réclamaient pas qu'on mette les pavois aux fenêtres. Jusqu'au vieux sire de Joinville, qui a transporté ici ses 91 ans pour m'apporter la caution de Saint-Louis. C'est toute l'ancienne chevalerie qui s'arrange derrière moi. À propos, mon cousin, qu'avez-vous eu de Saint-Louis? Rien. Mon grand-père avait un fragment du doigt de la main gauche, mais c'est ma bonne tante Mao qui l'a gardé. Moi, je possède un os de son talon. Et je jure bien dessus que nous allons y revenir à cette bonne et droite société féodale qu'il nous a faite pour la grandeur de ce pays. Auparavant, il faut que j'envoie Bouville à Naples. Le roi m'en rebattra les oreilles tant que ce ne sera pas fait. Oh, rien n'est plus sacré qu'impatience de roi. Mais Naples est loin, mon cousin. Il faut y parvenir avec des présents. Une ambassade est aussi ruineuse qu'une fille bien faite. Mon cousin, comment croyez-vous qu'on puisse tenir table ouverte pour 60 convives toute l'année ronde, et avec 20 plats par service? De plus, j'ai 11 enfants. Cela représente bon nombre de serviteurs. Si nous autres, qui sommes nés, ne savons pas vivre au-dessus de nos moyens, que ce soit pour verser notre sang ou pour dépenser l'or des autres, qui le fera? Donc, fort le pied de mon grand-père. Tout ce que vous voyez ici est gagé, et plutôt 2 fois qu'une. Ce banquier, dont vous m'avez parlé. Tholomée, il est là. Il attend vos ordres. Monseigneur, que puis-je pour votre service? Eh mais ce que peut un banquier? De l'or. Je l'entends bien, monseigneur. Mais l'or est un fruit dont il faut semer les graines. Les banquiers sont jardiniers. Je veux le fruit tout de suite. Je ne vous demande que de m'avancer une récolte certaine. Il me faut de l'or pour le trésor. Et à combien se monte votre besoin? 10 000 livres. Oh, Santa Madonna! Mais où le trouverai-je? À ça, messire banquier. Serait-ce donc vrai ce que je me suis laissé dire? Quoi donc, monseigneur? Que depuis la mort du roi Philippe, beaucoup d'or était passé de France en Italie. Pourquoi vous faut-il au juste ces 10 000 livres, monseigneur? Il nous faut à la fois rassembler le conclave pour élire un pape et obtenir de Madame de Hongrie son consentement au mariage de sa fille Clémence avec le roi Louis. C'est messire de Bouville que nous mandons d'abord à Naples, puis en Avignon. Il me faut l'argent du voyage. Et tout cela est certes bien pensé, monseigneur, et je vous souhaite le succès du fond du cœur, mais rien ne m'assure que vous marierez le roi, ni même que vous aurez un pape, ni même si cela était, que je reverrai mon or, à supposer que je sois en mesure de vous le fournir. Ce que je vous propose, c'est une créance sur le trésor. De quelle plus grande sécurité peuvent rêver des compagnies étrangères comme les vôtres? Hélas, monseigneur, le roi Philippe nous a montré bellement comment on payait les créances des Juifs et des Templiers. Avancer de l'argent au trésor, c'est péril de mort en cette rude époque. Connaissez-vous ceci, messire Tholomée? C'est une relique de mon aïeul. J'entends rendre au royaume les bonnes coutumes du roi Saint-Louis. Toutes les coutumes? Certes. Va-t-on rétablir, par exemple, le droit pour les barons de battre monnaie sur leurs terres? Oui. Va-t-on restaurer le droit de guerre privée? Oui.
Le roi Philippe est donc bien mort. Alors, monseigneur, je crois que je serais mieux apte à vous appuyer. Peut-être serais-je en mesure de trouver à l'étranger l'argent que vous me demandez. En Italie, précisément. Précisément, là où seront votre ambassade. Alors voilà qui est pour le mieux. C'est-à-dire, monseigneur, il sera nécessaire qu'un homme de ma compagnie escorte votre envoyé. Pourquoi cela? Afin de prendre l'argent en charge et d'en être comptable. C'est que les compagnies italiennes sont encore plus méfiantes que les nôtres. Et qui allez-vous trouver qui ne fasse mauvaise figure auprès de messire de Bouville? Mon neveu, Guccio. Oh, parfait. C'est un garçon fin, délié. De plus, il a bonne tournure. Il est dans notre ami Bouville, qui ne doit guère parler le langage d'Italie, à se débrouiller sur les chemins. Va, pour votre neveu. Décidément, monseigneur d'Artois obtiendra toujours de moi tout ce qu'il souhaite. Ouais. Hâtez-vous de préparer ce voyage, banquier. Il y va du bonheur du royaume. Alors, mon cousin, qui donc prétendait que les reliques du bon roi Saint-Louis ne faisaient plus de miracles? J'ai dit point de pape. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de pape, ce méchant petit roi est dans ma main. Donc pas de cardinaux en rang et prêts à entendre Bouville quand il reviendra de Naples. Pas de paix en Avignon. Le contraire. On s'y dispute. On s'y déchire. Mon frère, la chrétienté a besoin d'un pontife. Oh non! Oh, dites ça à vos chanoines si cela vous plaît, mais pas à moi! Moi, je vous ai vu baver votre soupe et vous moucher dans vos doigts. Mon frère, vous savez que je ne veux que vous servir en tout. Et je pense que je pourrais mieux le faire encore si je deviens cardinal. Or, si je sème la discorde dans ce conclave déjà enclin à la mésentente, je risque de m'aliéner l'amitié de tel ou tel papable, Francesco Caetani, par exemple. Et si ce dernier se trouvait plus tard élu, il me refuserait le chapeau de... Votre chapeau, si jamais vous devez l'avoir un jour, c'est moi qui vous en coifferai, comme j'ai déjà tissé votre mitre. Pas de sots calculs, exécutez mes ordres. Sinon vous irez bientôt non seulement sans chapeau, mais sans chasuble, vêtu de bure, comme un misérable moine que vous seriez sans moi. Voici mes instructions. Vous envoyez en Avignon 2 émissaires, d'une sûreté absolue. Vous les faites se promener à Carpentras, Châteauneuf, à Orange, partout où les cardinaux sont éparpillés. Que l'un inquiète les prélats français, en leur faisant croire que le nouveau roi permettra le retour du Saint-Siège à Rome. Que l'autre dise aux Italiens exactement le contraire. Je veux retarder l'élection. Avez-vous compris? Messire de Para est arrivé. Qu'il vienne. Allez. Chauffe-toi, pareil. Ah, j'aurais dû le prévoir. Maintenant que le roi Philippe n'est plus là pour les tenir sous le fouet, les chiens se sont lancés sur moi. 2 missions pour toi, pareil. Elles relèvent toutes 2 de l'inspection des places fortes. Comment se nomme déjà le capitaine de Château-Gaillard? Bersumé. Tu diras à ce Bersumé que j'ai su que Robert d'Artois avait eu accès auprès de Madame de Bourgogne. C'est contraire aux ordres que j'avais donnés. Seul le roi peut aller la visiter, et je ne crois pas que l'envie l'en prenne. Donc, si ce Bersumé tient à sa tête,